Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Focus économique, projecteur sur la 56e réunion des ministres de l'économie de l'ASEAN qui s'est ouverte cette semaine. Une réunion qui se déroule dans un contexte mondial complexe où l'incertitude de la situation économique et financière continue à planer. En cause, la pandémie de Covid-19, les conséquences du changement climatique et les conflits géopolitiques au niveau régional et international. Dans cette conjoncture internationale, les pays de l'ASEAN tentent de renforcer leur solidarité et leur coopération étroite pour s'adapter au mieux à ce nouveau contexte. Quels sont les enjeux de cette 56e réunion? Quelles sont les opportunités économiques offertes en termes de coopération et de libre-échange? Réponse donc dans ce focus économique avec M. Mohamed Benchafron. Vous êtes professeur au Collège de Paris à Casablanca. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, merci encore une fois pour l'invitation. C'est un honneur d'être parmi vous aujourd'hui. Alors, on va commencer par les enjeux de cette rencontre entre les ministres de l'économie des pays de l'ASEAN. Oui, alors c'est la 56e session des ministres de l'économie des pays de l'ASEAN qui est composée de 10 pays qui sont membres. Donc rappelons l'ASEAN, donc c'est l'association des pays d'Asie du Sud-Est. Donc c'est une coopération qui est d'ordre culturel, économique, social, mais également politique. Donc ce sommet-là vient effectivement répondre à des problématiques de crise, effectivement liées aux tensions géopolitiques, liées effectivement à la gestion de l'après-pandémie Covid-19. Donc l'heure est à la solidarité et à l'inclusion économique. Donc les différents ministres ont rappelé l'importance de nous acheminer vers une inclusion des chaînes d'approvisionnement dans le domaine qui représente le présent et l'avenir du monde, à savoir les batteries électriques, à savoir le secteur numérique et aussi des semi-conducteurs. Il faut qu'il y ait des échanges commerciaux, l'implantation des chaînes d'approvisionnement qui doivent être concentrées au maximum par rapport à ces 10 pays-là. Ils ont aussi évoqué les accords de libre-échange que cette région du monde doit élaborer avec le reste du monde. Je pense avec la Chine, les États-Unis, les pays du Golfe. Le ministre de l'économie du Vietnam vient effectivement encourager l'idée de signer un accord de libre-échange avec les pays du Golfe qui seront effectivement des terres d'opportunité. Donc plusieurs sujets ont été traités, mais sous l'angle de la gestion de la crise mondiale. Multiplier donc les partenaires, élargir aussi donc les horizons au niveau économique. Vous l'avez dit, l'heure est à la solidarité et à l'inclusion économique. Quelles sont aujourd'hui les priorités de l'ASEAN en matière justement de coopération économique dans cette conjoncture économique actuelle? Donc, comme je l'ai dit, il est important que les échanges commerciaux d'abord se fassent entre ces pays-là. Donc il y a plusieurs pays et donc il y a plusieurs produits qui sont importants, qui sont échangés. Dans le domaine de l'agriculture, il y a ce qu'on appelle le riz. Il y a dans le domaine du textile, rappelons-le, le Cambodge est le deuxième producteur mondial de textile. Il y a aussi par rapport aux véhicules électriques. Donc, rappelons-le que l'Indonésie souhaite être l'un des leaders mondiaux dans ce domaine-là et souhaite intégrer l'ensemble de ces pays dans son écosystème industriel. Donc, d'abord, renforcer la coopération et aussi, et une fois qu'on sera beaucoup plus solide, c'est là où on pourrait établir des accords de libre-échange. Il y a aussi donc la vision de la communauté 2045 qui est une vision de l'ASEAN qui vient effectivement positionner cette région du monde par rapport aux enjeux de l'avenir qui sont articulés autour de 3 grands axes. Donc le changement climatique, donc avoir une économie verte à 100%, avec une énergie verte, avec des objectifs précis. Également, lié à la connectivité, avoir une économie numérique beaucoup plus renforcée, beaucoup plus solide, et aussi par rapport à l'égalité des chances et à l'égalité du sexe par rapport aux hommes et aux femmes, qu'ils aient accès
à l'insertion professionnelle de manière beaucoup plus équitable. Donc ceux-là ont été effectivement les maîtres mots de cette cérémonie. Plusieurs donc secteurs dans lesquels la collaboration pourrait être renforcée, l'agriculture, l'automobile, les énergies vertes. Quels autres secteurs devraient être aujourd'hui prioritaires où on pourrait renforcer la collaboration entre les pays membres? Alors, donc vous avez rappelé donc l'agriculture, l'agroalimentaire. Il y a aussi donc les produits électroniques. Donc l'Asie est connue pour être l'épicentre industriel dans la production des produits électroniques. Il y a aussi donc une gestion beaucoup plus efficace des ressources naturelles, du gaz, du pétrole. Rappelons-le que plusieurs pays, parmi le Brunei, l'Indonésie, ce sont des pays producteurs du gaz et du pétrole, et donc il faut que ces pays-là, qui sont des pays industriels, aient un accès privilégié d'abord à ces matières premières avant d'être exportées à l'extérieur de cette coopération. Donc, il y a une priorité par rapport aux échanges économiques, par rapport aux besoins de chaque pays. Et puis, le plus important, c'est qu'il y ait une inclusion des chaînes d'approvisionnement qui doivent être beaucoup plus fortes. Pourquoi pas la création d'un pipeline de gaz entre ces pays-là pour renforcer cette connectivité. Donc, les pays, donc l'ASEAN vient effectivement en tant que force qui représente l'avenir de l'économie mondiale à travers des économies émergentes qui sont fortes. Rappelons-le que c'est un PIB global de 2600 milliards de dollars avec une population de 640 millions de personnes. Donc ça représente un noyau qui est devenu de plus en plus fort. Et donc, sur cela, effectivement, les secteurs qui représentent le présent et l'avenir dans la coopération entre ces pays-là. Une nouvelle force des économies émergentes. Je le disais tout à l'heure en préambule, au vu de l'incertitude de la situation économique au niveau mondial et financière, quelles sont aujourd'hui les préoccupations des pays membres de l'ASEAN? Alors effectivement, ces pays-là ont vécu une crise de pandémie qui était assez terrible en face des perturbations géopolitiques. Donc l'aspect sanitaire, l'aspect de la stabilité politique, ce sont des préoccupations majeures. Donc ils doivent munir et se joindre dans une forme de solidarité afin qu'il y ait une résilience beaucoup plus forte de leur économie en face de nouvelles crises qui peuvent survenir et des crises sanitaires. Donc c'est une préoccupation qui est majeure. La deuxième préoccupation, c'est comment effectivement optimiser le développement économique. Comment la croissance de l'ASEAN est de l'ordre de 4,6%. Comment cette croissance-là, comment devenir beaucoup plus forte et être au service de la population. Comment convertir cette croissance économique pour le bien-être social, pour le développement social et pour une meilleure répartition des richesses. Donc ça, c'est aussi une préoccupation majeure, et aussi donc le changement climatique. Donc c'est une région du moment qu'elle est industrielle, elle est donc émettrice des gaz à effet de serre et qui engendre des problèmes de santé majeurs au niveau de sa population. Donc, comment assurer une transition énergétique, une transition écologique au service, effectivement, d'une économie beaucoup plus durable, au service de la santé de la population. Donc, les préoccupations sont multiples, sont diverses, sont multisectorielles, qui concernent tant l'aspect politique, la gestion sanitaire, l'économie et aussi une forme de répartition sociale afin que cette région du monde passe de pays émergents à pays développés et asseoir un leadership de plus en plus mondialisé et assumé. Une région industrielle au potentiel important. Vous avez parlé tout à l'heure d'un point, de cette question de comment optimiser justement la croissance, le développement de la croissance, et cela passe par les entreprises. Qu'est-ce qu'on pourrait dire des TPME et des PME, en tout cas, qui sont également affectées par les défis économiques actuels? Comment, en tout cas, pourrait-elle émerger et se développer davantage pour booster la croissance dans cette région?
Alors oui, les TPME ont été les premières victimes face à la crise pandémique et son impact dévastateur dans l'économie. Mais il faut rappeler que cette région du monde-là a une assise d'affaires et un environnement d'affaires qui est tout de même assez propice et assez prospère pour les TPME. Donc, les TPME maintenant, en termes de start-up, en termes numériques, donc cette région du monde connaît effectivement un développement qui est intéressant. Donc, si on a à comparer avec le Maroc, donc nous, en tant que pays, on peut s'inspirer de cette région du monde, de leur capacité à avoir créé un environnement d'affaires qui est assez prospère, épanouissant pour les TPME pour les TPME de cette région-là. Je pense à Singapour. Je vous donne un exemple de Singapour. On peut créer une entreprise en 48 heures d'un point de vue sans passer par une administration et donc seulement via Internet. Donc il y a une avancée considérable dans cette région du monde, mais il y a une hétérogénéité dans les avancées numériques et dans l'avancée des startups. Donc si Singapour est un leader dans ce domaine-là, d'autres pays de l'ASEAN doivent effectivement suivre cette tendance-là et rattraper le retard pour qu'il y ait plus d'homogénéité, beaucoup plus d'équilibre dans le développement économique de l'ASEAN. Plus d'équilibre et plus d'homogénéité, justement, pour conclure, quelles sont les perspectives d'avenir, en tout cas les objectifs à court, moyen et long terme à atteindre aujourd'hui au niveau des pays membres de cette région? Alors, via la vision 2045, il y a d'abord donc des objectifs qui concernent l'ensemble des pays, mais à différentes vitesses. Donc, je dis par rapport au changement climatique, par rapport à l'égalité des chances et aussi par rapport à l'économie numérique. Donc, je donne l'exemple de Brunei, qui est un pays pétrolier. Ils ont fixé un objectif d'avoir une énergie verte à hauteur de 52% par rapport à l'énergie totale qui est consommée dans ce pays, à hauteur de 2035. Je donne l'exemple d'autres pays comme l'Indonésie qui souhaitent aussi réduire le gaz à effet de serre dans leur pays. Donc il y a des objectifs qui sont divergents, mais l'objectif ultime est de mener vers une économie verte durable, une économie numérique leader et qui se transpose dans l'ensemble des économies de ces pays-là, et aussi donc une égalité sociale et que l'économie soit au service de sa population pour un État social de droit au service de l'épanouissement et du bien-être de ses citoyens. Donc telle est la vision 2045 que l'ensemble de ces pays ont mis en place pour effectivement un développement beaucoup plus inclusif. La vision 2045, une vision donc ambitieuse et réalisable. Merci à vous, Monsieur Mohamed Benchkroun. Je rappelle que vous êtes professeur au Collège de Paris à Casablanca. C'était un plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui. Le plaisir est partagé. Merci infiniment. C'est la fin de ce Focus économique. On se retrouve demain avec un nouvel invité. Très bonne journée. Merci pour votre fidélité.